autonome en fait et de pas dépendre d'un dev. Ouais, je veux créer une app qui va ressembler à Airbnb, ils font ouais c'est hyper basique, ça y a pas de souci, je te fais ça en une nuit. Et puis 3 semaines plus tard, le gars il est en train encore de faire la page d'inscription, tu vois. Alors qu'une page d'inscription avec des petits no-code, bah 30 minutes. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors du coup, ce qui nous intéresse suite à la vidéo que tu as fait sur notamment MVP, no code, etc. Ben justement, qu'est-ce qui t'a amené, parce que dans ton parcours, c'est pas des choses que tu as étudiées, qu'est-ce qui t'a amené à mettre les mains dans des outils que tu as compilés pour derrière en faire une solution no code? Yes, alors historiquement c'est vraiment l'envie d'être autonome en fait et de pas dépendre d'un dev parce que j'avais vraiment l'impression que pour créer une startup c'était quand même bien d'avoir un produit digital, enfin en tout cas moi ça a été ma première approche du monde de l'entrepreneuriat et des startups et je me suis vite confrontée au tu sais pas coder donc voilà, je me suis dit je peux pas que ça soit une limite en fait et je pense que j'ai juste eu envie d'être indépendante dans ma capacité de créer des trucs. Ok, nice. Du coup, quelle serait la place d'un dev? Parce que tu parlais d'un développeur qui va peut-être aller plus loin, mais c'est toi qui nous diras. En fait, quel est le but en fait, de ces outils-là vis-à-vis d'un développeur qui, potentiellement, si tu parles de ta solution, peut-être te dirait que c'est du flan. Mais c'est carrément du flan. Alors, pour moi, en fait, l'idée, c'est que quand t'es entrepreneur, t'as besoin de tester très très vite ton idée sur le marché. Du coup, les outils no-code, ça permet ça, en fait. Par contre, ça permet pas du tout de créer une solution qui est pérenne, qui est solide, qui est stable et qui est responsable, en fait. Avec les outils no-code, t'as pas du tout la main sur... généralement, t'as pas la main sur le serveur que tu utilises, sur la manière dont t'es codé, vraiment à quoi ressemble le code généré, en fait, par l'outil. Du coup, tu peux pas espérer faire de l'éco-conception et essayer de maîtriser un peu ton impact sur l'environnement et tout. Donc pour moi, c'est juste une première étape qui permet de tester son marché, de faire un peu d'argent idéalement, pour ensuite recruter un dev, clairement. Okay. Et puis ça permet aussi de rendre le truc un peu plus concret, parce que quand tu vas avoir un dev, si t'as pas la technique, t'as pas la culture technique non plus, il faut qu'il puisse se projeter dans ton projet en fait, et dans ce que tu veux vraiment. Et je pense que faire un peu plus qu'une maquette, faire vraiment une V1 qui est un peu pas ouf, mais qui est juste fonctionnel, les bases des bases, ça lui permet de voir vraiment ce que t'attends. Ok, on coupera ça. C'est ouf. Ok, nice. Tu parlais d'une question il y a une logique de vitesse dans le fait d'utiliser ces outils-là. Pourquoi ça va plus vite de passer par ces solutions plutôt que de développer ce qu'on dit from scratch? Ouais, parce que les devs, franchement, ils sont géniaux, mais il y a un truc que j'ai constaté. Non, je suis désolée les gars, mais les mesdames aussi, parce que vous avez le droit de devenir ingénieur informatique, mesdames. Bref, je suis désolée, mais franchement, vous sous-estimez toujours le temps que ça va vous prendre, en fait. À chaque fois, tu leur dis, ouais, je veux créer une app qui va ressembler à Airbnb, ils font, ouais, mais c'est hyper basique, ça y a pas de souci, je te fais ça en une nuit. Et puis, 3 semaines plus tard, le gars, il est en train encore de faire la page d'inscription, tu vois. Alors qu'une page d'inscription avec des outils no-code, 30 minutes. Voilà. Ouais. Tout simplement. Je vois. Et il y a aussi un truc aussi hyper important, c'est que le no-code, il y a aussi une communauté derrière, en fait, qui est hyper solidaire et qui met à dispo plein de templates et de modèles que tu peux facilement réutiliser. Et ça, du coup, c'est un peu life-changing, quoi. Ouais. Life-changing. Ouais. Sur LinkedIn, j'avais vu passer une sorte de big mapping, en fait, de plein d'outils de no-code. Et au final, on se met dessus en se disant, ouais, no-code, on connaît. Et au final, moi, je me suis rendu compte que j'en connaissais... je sais pas, peut-être 10, 15. Et en fait, ce mapping-là, il y en avait juste des dizaines et des dizaines. Donc on se dit, c'est vrai que derrière chacun, il y a cette richesse en termes de communauté, en termes de possibilités. Maintenant, comment, lorsque tu es entrepreneur et que tu as envie de lancer pour la première fois ou de travailler sur ta V1 et que tu as envie de tester ça sur du no-code, comment est-ce que tu choisis tes outils devant cette diversité? Alors, très très bonne question, très complexe. Je pense que pour un débutant, il n'y a pas d'autre moyen de faire que de se plonger dans différents outils et de les tester en fait, et d'accepter qu'on va passer du temps qui va être un petit peu, j'ai pas envie de dire du temps perdu, parce qu'on va faire des choses qu'on va jeter derrière en fait, mais simplement pour voir les limites de chaque outil.
et se dire ok, si je prends un petit peu de ça, puis un petit peu de ça va bien le faire, etc., etc. Donc ça prend du temps, c'est de la découverte. Après aussi il y a sinon des groupes en fait, des forums. J'ai l'impression d'avoir 40 ans quand je dis ça, mais il existe vraiment des forums. Franchement, tu prends Reddit, je suis désolée, Reddit c'est un forum. Alors je le dis comme ça fait un peu vieillot, mais c'est un forum et il y a des Reddit spécialisés sur le no-code où tu peux poser des questions et la communauté est juste ultra bienveillante et tu peux du coup avoir des réponses sur quels outils privilégier. Ok, nice. Après t'as des outils genre vraiment qui sont un peu là-haut et typiquement en ce moment tout le monde parle de Bubble parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Ok. Ouais, t'as cette différence entre l'outil qui fait une fonctionnalité et l'outil usine à gaz qui fait plein de choses. Ouais. Ok. Attends, j'avais une autre question qui me venait. C'est très bizarre que tu me poses des questions. Elle arrive. Oui, voilà. À mon sens, j'ai l'impression qu'il y a deux approches dans le no-code. La première, tu visualises ta solution, tu vas prendre un premier outil, tu vas le paramétrer, avancer avec, identifier où est-ce qu'il y a des points de friction, et ensuite rajouter un autre outil, le développer, etc., etc. Donc construire comme ça par itération. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas poser sur une feuille blanche ton schéma type avec tous les outils que tu as pu imaginer, et ensuite te mettre au travail. Ouais, je vois. L'option 1 que tu décris, pour moi, c'est un petit peu prendre un ballon, essayer de construire un ballon et en fait réaliser qu'il y a plein de trous dedans et du coup mettre des patchs dessus, tu vois, pour colmater tout ça. Ça peut marcher à la fin, alors effectivement je pourrais jouer au foot avec, mais métaphore de folie, mais quand même ça reste un peu bancal parce que le patch peut s'envoler ou... Ouais. Ouais, bref, du coup, je suis pas hyper convaincue personnellement par cette option-là. Je préfère l'option numéro 2 qui consiste à tout poser sur un papier et en fait, essayer de décrire les fonctionnalités clés qui vont s'enchaîner, du coup, une sorte de workflow en fait, en se basant sur ce que tu veux que l'utilisateur puisse faire. Du coup, pour que l'utilisateur puisse faire ça, de quoi tu as besoin toi. Parce qu'il y a des choses que l'utilisateur ne voit pas du tout, mais tu vas collecter des données à certains moments clés pour pouvoir justement débloquer la fonctionnalité suivante. Du coup, moi je suis plutôt dans une logique de écrire la user story complète, déterminer à quels endroits j'ai besoin de collecter ou de balancer de l'information à une base de données, etc. Et ensuite réfléchir pour chaque brique quels sont les outils qui vont correspondre et si possible avoir un outil qui fait un petit peu la base commune et ensuite rajouter des choses. Ok. Je sais pas si c'était clair. Ouais, c'était clair. Workflow, user story. Ouais, voilà. Tu nous expliques franchement... Workflow, juste, qu'est-ce que c'est Je sais pas comment l'expliquer. Vas-y, explique-le toi, wesh. Workflow, c'est Ah ouais, j'avoue que c'est vrai que t'as vu Workflow, c'est un peu c'est comme si vous prépariez votre cadre de travail. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je reprends un cadre qu'on connaît tous plus ou moins, on est étudiant, on a une phase de révision. Vous savez, c'est le moment où vous allez cleaner votre bureau, il va être tout beau. Vous allez installer d'un côté vos feuilles de papier pour écrire des choses bien, vos fiches, vos feuilles de brouillon à côté, vous savez que vous allez raturer, vos crayons, etc. En fait, en gros, c'est un peu la même chose là. On se prépare à l'avance, on prépare son espèce d'espace de travail sur lequel on va évoluer. Et après, derrière, on va poser nos idées, etc. Je le définirai comme ça. Yes, avec une dimension process en plus aussi. Voilà, ce truc de se dire step 1, step 2, etc. Yes. Beaucoup trop d'anglicisme dans cette vidéo. Beaucoup. Et user story, en fait, c'est la description du parcours utilisateur, étape par étape. Et c'est ce qui va permettre déjà de se mettre à la place de l'utilisateur et de se demander comment on va créer de la valeur pour lui, ce qui est juste essentiel. Mais aussi, du coup, de déterminer quelles sont les fonctionnalités clés de votre V1 ou V0 selon votre vision. Nice. Bon, ouais, j'espère que ça viendra enrichir du coup la première vidéo, t'expliquer déjà beaucoup de choses. Yes. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. À plus.